chère Aurélie, je suis vraiment très très honorée de venir ici à ton invitation. Merci beaucoup, ça fait très plaisir de te revoir. Je suis également très heureuse de retrouver de grands amis, dont Aurélie, mais je pense ici évidemment à Xavier Magnon, à Aurélie et à Ariane Vidal-Naquet, à découvrir de nouveaux amis, comme j'ai pu le faire hier soir. Alors, le droit venu d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la formule est assez célèbre et qu'elle est celle du doyen Carbonnier, qui dans son ouvrage majeur, magistral, Droit et passion du droit sous la Ve République, parlait de ce droit venu d'ailleurs, somme toute pour ne pas lui accorder beaucoup d'intérêt, en tout cas pour le dénier, le discréditer. Il n'était pas un amoureux du droit venu d'ailleurs. Immense juriste, mais attaché à la souveraineté de l'État français, à la souveraineté et du système juridique français, à son caractère somme toute clos pour aller vite. Or, cette analyse, qu'on le veuille ou non, non pas qu'elle soit a priori non digne d'intérêt, mais la réalité du droit contemporain démontre non pas qu'elle ne vaut pas, mais qu'elle est mise en brèche, parce que le droit venu d'ailleurs irrigue entièrement les systèmes juridiques contemporains par l'intégration de sources venues d'ailleurs. Et dans ce contexte, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est devenu absolument banal aujourd'hui de mentionner tout à la fois une dialectique très connue entre l'internationalisation des constitutions, mais aussi la constitutionnalisation du droit international. Il est très courant en doctrine de mentionner les liens, pour ne pas dire les intersections, les interactions entre ces deux versants, constitutionnel et international, du droit public actuel. Et ces interactions se manifestent très souvent par l'analyse de ce que l'on appelle, ou ce que certains auteurs appellent, des clauses passerelles entre le droit international et le droit constitutionnel. Et il faut savoir que l'effervescence sur ces deux aspects, internationalisation des constitutions, constitutionnalisation du droit international, est une question qui irrigue toute la doctrine, j'allais dire, mondiale, et quelles que soient les langues que l'on peut pratiquer et que l'on peut lire pour découvrir ce qui s'écrit en la matière. Donc c'est vraiment une effervescence, une ébullition doctrinale majeure sur ces questions dans le monde entier. Et cette effervescence pourrait laisser croire qu'il s'agit en fait de quelque chose de nouveau. Pas du tout. Ce n'est pas un champ neuf de recherche. Ce serait vraiment gravement se méprendre que de croire que cette analyse du droit public unifié entre droit constitutionnel et droit international serait nouvelle. Pas du tout. Si on s'en tient aux travaux d'un personnage hors norme, d'un constitutionnaliste hors norme, mais aussi d'un personnage hors norme, autrement dit, si on s'en tient aux travaux de Boris Mirkin-Guedzewicz, qui a irradié la science du droit public pendant l'entre-deux-guerres et après-guerre, on se rend compte qu'il n'y a rien là de nouveau. Le droit international et le droit constitutionnel, il les a toujours considérés comme intimement liés, pour ne pas dire imbriqués. Et il estimait que le principe de l'unité du droit public, envisagé comme une tendance historique, permettait de dépasser cette disputatio classique entre monisme et dualisme, et que, écrivait-il, la conscience juridique des peuples, autrement dit, la démocratie réalisée par le droit, reposant sur la volonté populaire, participait en quelque sorte à la démocratisation du droit constitutionnel et par la même occasion à la démocratisation du droit international. Et il pensa l'idée d'un droit international qui n'aurait pas été statocentré, mais plutôt anthropocentré, centré sur la personne humaine. Donc cette approche, et son approche méthodologique, fut celle du droit comparé. Et ces ouvrages, vraiment toujours aux intersections du droit constitutionnel et du droit international, eurent notamment pour objet d'étudier les évolutions des constitutions européennes. C'est tout à fait majeur de mentionner par exemple son ouvrage de 1928, ou encore l'analyse des, ce qu'il avait appelé les nations, les constitutions des nations européennes, les constitutions des nations européennes, ouvrage de 1900
1932. Donc, son angle d'analyse, c'est le droit comparé. Et son apport à la science vraiment moderne du droit public fut absolument majeur. Ses nombreuses idées, alors très souvent intuitions, considérées encore aujourd'hui par certains auteurs comme totalement naïves, eh bien, à mon sens, font aujourd'hui partie du paysage juridique contemporain. Et à cet égard, ce qu'il avait appelé l'étude de l'internationalisation des constitutions nationales, eh bien, a pris l'expression connue de droit constitutionnel international en 1933, ce qu'il considérait être droit constitutionnel international, c'est-à-dire les règles constitutionnelles des États, écrivait-il, règles de droit interne qui ont une portée internationale. Alors, cette légère et rapide incursion introductive, liminaire, avait pour objet de vous montrer que mon intervention aujourd'hui s'inscrit totalement dans cette démarche 1 de droit comparé et 2 d'unité du droit public, dans laquelle je considère que droit international et droit constitutionnel sont intimement connectés. Et c'est pour ça que mon intervention parlera tout autant de droit international que de droit constitutionnel, pour voir les liens très forts. Donc, mon approche du droit comparé, elle n'est pas classique, parce que quand on parle de droit comparé, le réflexe immédiat qui vient à l'esprit, c'est de parler des droits étrangers, des droits des États étrangers. Or, dans mon analyse très compréhensive et globale du droit comparé, j'intègre bien évidemment également la comparaison des systèmes juridiques internationaux. Alors, ceci étant posé, hein, c'est très important de mentionner cette approche méthodologique, ce sont, et oui, deux mouvements que je vais vous présenter, enfin, en tout cas, deux mouvements, c'est un peu exagéré, mais deux points. Je vais vous présenter dans un premier temps les contours de l'ouverture, la manière dont les bases juridiques de différents systèmes organisent l'ouverture à des sources extérieures, systèmes juridiques internationaux et systèmes constitutionnels nationaux, pour ensuite vous présenter les effets de cette ouverture. Et j'intégrerai effectivement quelques éléments de la pratique que nous avons pu avoir dans le cadre, mes collègues et moi, de l'activité du tribunal constitutionnel d'Andorre. Alors, quelques mots sur les contours de l'ouverture. Et tout d'abord, les contours de l'ouverture dans le cadre de l'analyse des systèmes internationaux et plus particulièrement des systèmes régionaux de protection des droits, et plus particulièrement donc ceux qui sont effectifs, à savoir aujourd'hui dans le monde, il y a 3 systèmes régionaux de protection des droits effectifs, le très célèbre système européen, le système interaméricain de protection des droits et également le système africain de protection des droits. Et l'analyse symétrique comparative sur l'approche constitutionnelle essaiera, puisque mon référent international concerne ces 3 continents, essaiera de prendre en compte aussi les constitutions de ces 3 continents, hein, pour assurer la symétrie des analyses entre l'international et le constitutionnel. Alors, il faut que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, l'ouverture de ces 3 systèmes régionaux de protection des droits à l'égard des systèmes, des sources venues d'ailleurs, est absolument hors norme. Et que cette ouverture vaut tant pour utiliser les sources extérieures pour interpréter les droits protégés par ces 3 systèmes conventionnels de protection des droits, donc utilisation des sources extérieures pour interpréter à des fins interprétatives, mais également, et c'est tout à fait exceptionnel, et c'est le cas, la grande plus-value du système régional africain, mais également pour appliquer les sources venues d'ailleurs, les sources extérieures. Alors, pour le dire vite, la pratique des 3 systèmes régionaux de protection consiste à utiliser des sources extérieures pour interpréter et appliquer. Je vais le démontrer. Mais avant cela, quid des bases juridiques de chacun de ces systèmes? Est-ce qu'il y a des bases juridiques au sein de la Convention européenne, au sein de la Convention américaine et au sein de la Charte africaine de Banjul de 1981 et du protocole de Ouagadougou qui a mis en place la création de la Cour africaine à partir de 2004? Est-ce que dans ces textes de référence, il y a des bases juridiques qui permettent, qui encouragent, qui obligent
le recours aux sources extérieures. C'est la première question que l'on doit se poser. Quand on regarde les trois systèmes, on identifie trois bases juridiques, ou plusieurs, quatre, enfin, vous allez comprendre, trois types. L'article 53 de la Convention européenne, tout d'abord, qui est intéressant, que l'on appelle en droit international une clause de non-régression, hein, qui se nomme sauvegarde des droits de l'homme reconnus, et qui stipule qu'aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, qui pourraient être reconnues conformément aux lois de toute partie contractante ou à toute autre convention à laquelle cette partie contractante est partie. Mais il s'agit d'une clause de non-régression. En gros, l'obligation posée aux États est de ne pas interpréter, obligation posée à la Cour européenne, pardon, et de ne pas interpréter les droits de la Convention de telle manière qu'il y aurait une régression par rapport aux lois nationales et par rapport aux autres conventions internationales signées et ratifiées par les États. Clause de non-régression. En tant que telle, a priori, une telle clause ne permet pas, n'impose pas, ne mentionne pas le recours aux sources extérieures. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette clause, en réalité, aurait pu servir pour utiliser des sources extérieures, puisque la même clause existant dans le champ interaméricain des droits de l'homme a été utilisée pour recourir aux sources extérieures. Pour une raison que je ne m'explique pas, ça n'a pas été le choix de la Cour européenne. La Cour européenne a utilisé d'autres vecteurs. D'un côté, le principe de l'effet utile, et associé à un mot très important du préambule de la Convention de sauvegarde de 1950, qui concerne le mot développement. Dans le préambule de la Convention de sauvegarde de 1950, il est bien mentionné que la Cour a pour objet de sauvegarder, mais aussi de développer les droits. Sauvegarde, analyse statu quo, développement, analyse plus évolutive par définition, plus progressiste. C'est de ce mot du préambule associé au principe de l'effet utile que la Cour européenne a utilisé les sources extérieures. Ce sont les vecteurs qui ont permis à la Cour européenne d'utiliser les sources extérieures. Donc l'article 53 est intéressant, clause de non-régression, mais dans la pratique n'a pas été utilisé. Quand on se tourne vers l'article 29 de la Convention américaine des droits de l'homme de San José, adoptée en 1969, entrée en vigueur en 1978, une clause qui s'intitule « Normes d'interprétation ». Cette clause est constituée de 4 alinéas extrêmement riches, très impressionnants. Le 29 alinéa B est l'équivalent de l'article 53. Et les autres alinéas mentionnent tant la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948 pour interpréter la Convention américaine, par exemple. Donc c'est intéressant de voir qu'un texte de soft law adopté en 1948 par les nations américaines, Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, adoptée 6 mois avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce texte de soft law a été conventionnalisé dans le pacte de San José, est un élément interprétatif majeur pour la Cour européenne. Bon, mais tout ça pour dire que l'article 29B est l'équivalent de l'article 53 de la Convention de sauvegarde, et cet article, qui a été dénommé par la doctrine latino-américaine le principe pro persona, ou encore le principe pro homine, aujourd'hui pro persona, féminisme ambiant oblige, parce que beaucoup de féministes considéraient que la qualification de principe pro homine ne valait plus, donc pro persona, en faveur de la personne humaine. Cet article 29B a été considéré comme le principe pro persona par excellence, permettant, autorisant en réalité la Cour interaméricaine à utiliser toutes les sources extérieures qu'elle voulait pour arriver à interpréter de façon, en général, par définition progressiste, les droits. Donc vous voyez l'article 53 de la Convention, clause de non-régression, qui n'a pas été utilisé pour cette interprétation évolutive, progressiste, créatrice, alors que l'équivalent 29B dans la Convention américaine l'a été. Et puis tournons-nous un peu vers l'Afrique, car la charte de Banjul est absolument fascinante. Elle a été adoptée en 1981, elle est entrée en vigueur en 1986. Elle ne prévoyait à l'époque que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples comme organe de contrôle. Et on se tourne vers
deux dispositions hors normes, les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors je vais vous lire, pour que vous preniez un peu la mesure et le pouls du caractère hors norme de cette ouverture du texte africain vers les sources extérieures, et puis j'essaierai un tout petit peu d'expliquer un des deux articles, d'accord, pour aller vite. Article 60. La Commission, puisque c'est elle qui, en 81, est prévue par la Charte. La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies, dont son membre est partie à la présente Charte. Autrement dit, il est encouragé, ou plutôt la Commission est sérieusement encouragée, pour ne pas dire obligée, de regarder partout dans le monde pour mieux interpréter la Charte. L'article 61 est du même acabit, en considérant qu'il y a des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. Voilà 53, 29b, 60 et 61, plusieurs bases juridiques qui, excepté l'article 53 dans la pratique de la Cour, mais qui, in fine, ont soit été interprétées pour utiliser les sources venues d'ailleurs, c'est le système interaméricain, soit ont carrément prévu de recourir à des sources venues d'ailleurs, c'est le système africain. Alors, à ce stade, il est très important de mentionner l'originalité du système africain, puisque à la fonction interprétative s'ajoute une fonction d'application de ce droit international, et notamment de ce droit international des droits de l'homme et de ses sources provenant de ce droit international des droits de l'homme. Et je vous propose de vous lire l'article 7 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a donc complété la Charte de 1981 pour venir créer la Cour africaine. Et l'article 7 du protocole donc dit de Ouagadougou dit la chose suivante: la Cour africaine applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'État concerné. Autrement dit, le texte de référence n'est plus pour interpréter et appliquer les droits de la Charte africaine, n'est plus en tant que tel uniquement la Charte. La Charte n'est plus le seul texte que la Cour africaine doit appliquer, mais elle est en mesure absolument, avec cette condition de la ratification par l'État concerné, elle est en mesure d'utiliser n'importe quel autre traité international, en général soit africain par définition, soit universel, adopté dans le cadre des Nations Unies, pour l'appliquer au fait de l'espèce. Alors évidemment, encore faut-il qu'il soit invoqué, par les parties à l'instance. Mais pour avoir étudié, pour passer une partie de minuit à décrypter les jurisprudences un peu partout dans le monde, et notamment les jurisprudences de la Cour africaine, elle a été amenée, sponte sua, proprio motu, à identifier un texte international ratifié par l'État, non invoqué par les requérants à l'instance, pour l'appliquer. Donc très souvent, dans les arrêts de la Cour africaine, vous avez dans le dispositif la Charte africaine, la Charte de Banjul, article X ou Y, a été violée, mais également le traité sur la bonne gouvernance, la Charte africaine des droits de l'enfant, le Pacte international sur les droits civils et politiques, etc., etc. Voilà pour l'ouverture et les bases juridiques pertinentes des 3 systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, l'ouverture aux droits venus d'ailleurs, aux sources venues d'ailleurs. Quelques mots maintenant sur l'équivalent à l'échelle constitutionnelle. Vous savez que pendant longtemps, et notamment à l'époque de Boris Mirkin-Guedzevich, dans son analyse du droit constitutionnel international, quelle était la préoccupation majeure des juristes, qu'ils soient internationalistes ou constitutionnalistes d'ailleurs, en analysant les constitutions? Où se nichent les références au droit international pour, en gros, pour aller vite, savoir si on a affaire à un système moniste ou dualiste, ou
surtout, en réalité, pour découvrir le rang octroyé au droit international. Il était question de savoir s'il avait une valeur supralégislative, infraconstitutionnelle, voire constitutionnelle. Aujourd'hui, la question du rang du droit international au sein des systèmes constitutionnels, elle n'apporte plus du tout à l'échelle internationale, globale, quand on analyse les doctrines du monde, d'intérêt majeur. Elle est classique, elle est même un peu, oui, classique, j'allais dire un peu ennuyeuse, c'est un peu exagéré, je force le trait. Parce qu'en réalité, ce qui irrigue aujourd'hui la doctrine qui s'intéresse à l'ouverture des constitutions nationales à l'égard du droit international, c'est plus de savoir où se trouve dans la hiérarchie des normes la place du droit international, c'est de savoir quelle est la fonction qui lui est attribuée. Du rang, on passe à la fonction. Et aujourd'hui, il s'avère qu'en Europe, en Amérique latine, comme en Afrique, les constitutions accordent une fonction majeure au droit international, mais pas à n'importe lequel en réalité, au droit international des droits de l'homme, qui est constitutionnalisé. Prenons quelques exemples en Europe. En Europe, nous avons plusieurs constitutions qui ont voulu rompre soit avec des passés autoritaires, Espagne, Portugal, soit avec l'étau soviétique, je pense à la Roumanie, à la Moldavie, à l'Azerbaïdjan, soit ont voulu rompre avec des conflits armés internes antérieurs, et dans le cas de l'élaboration de constitutions de transition démocratique, ont pris en compte le droit international des droits de l'homme. Et vous avez aussi une troisième catégorie de constitutions et de pays qui n'ont pas vécu de passé autoritaire, n'ont pas mis un terme à un conflit armé interne, mais sont des constitutions d'Europe de l'Ouest qui, à un moment donné, pour diverses raisons, ont intégré dans leur système constitutionnel une disposition en faisant référence, en général, à une obligation d'interprétation conforme des droits constitutionnels à la lumière du droit international des droits de l'homme. Alors, rapidement, les pays qui ont voulu rompre avec les passés autoritaires, Espagne, Portugal, la clause espagnole de l'article 10.2 est une des plus célèbres. Elle oblige le juge constitutionnel espagnol à utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi tout traité international de protection des droits de l'homme ratifié par l'Espagne pour interpréter les droits constitutionnels protégés dans le texte constitutionnel. Et l'utilisation de cette clause, la très célèbre clause de l'article 10.2 de la Constitution de 1978, dans la pratique, a très largement dépassé tant l'utilisation de la Déclaration universelle texte de soft law, pour s'inspirer de textes de soft law qui ne sont pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, et a aussi très souvent dépassé la condition posée par l'article 10.2, tout traité international de protection des droits de l'homme tel que signé et ratifié par l'Espagne, en utilisant des textes qui n'ont pas forcément été ratifiés par l'Espagne. Vous avez aussi l'article 16 de la Constitution portugaise, l'article 20 de la Constitution roumaine, exactement, globalement, formulés de la même manière. Obligation d'interprétation conforme à la charge du juge constitutionnel national en utilisant le droit international des droits de l'homme pour faire vite. Et dans ces clauses roumaines, portugaises, la Déclaration universelle des droits de l'homme brille de tous ses feux en général. Mais vous avez la même chose dans la Constitution moldave de 1994, article 4, dans la Constitution de l'Azerbaïdjan, article 12.2 de la Constitution de 1995. Et vous avez aussi la même chose dans la Constitution albanaise, je n'ai pas le temps de développer. Et donc, ça c'est la première catégorie de pays. Rompre avec des passés autoritaires ou se dégager de l'étau soviétique. Et les dernières constitutions que je vous ai mentionnées, Moldavie, Albanie, Azerbaïdjan, ont bien évidemment été élaborées dans le cadre d'une coopération étroite avec les experts du Conseil de l'Europe et notamment de la très célèbre et fameuse Commission de Venise. Il y a aussi les pays européens qui sortent de conflits armés internes extrêmement violents. Je pense évidemment à la Bosnie
Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, dont les deux constitutions ont intégré, alors là, une référence au droit international des droits de l'homme, mais extrêmement spécifique, pour la constitution de Bosnie-Herzégovine, qui est, soit dit en passant, un accord international, les accords de Dayton. Elle pose l'applicabilité directe de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Et s'agissant de la constitution du Kosovo de 2008, ce n'est pas uniquement le référent de la seule Convention de sauvegarde qui est utilisé, c'est carrément la jurisprudence de la Cour. Il est expressément mentionné, à son article 53, que les juges nationaux doivent interpréter les droits fondamentaux garantis par la Constitution du Kosovo de façon conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce concert des catégories d'États qui ont opté pour ces obligations d'interprétation conforme, vous avez aussi des États lambda, occidentaux, classiques, Suède, Royaume-Uni, Andorre. Alors ce n'est pas devant Aurélie Dufy, une grande spécialiste de la Constitution non écrite américaine, que je vais parler de Human Rights Act, mais on peut ranger les dispositions du Human Rights Act dans cette approche d'obligation d'interprétation conforme posée à la charge des juges nationaux. Dans ce contexte, je vais vous parler quand même un peu de la Constitution d'Andorre. Andorre est une vieille organisation politique qui date du Moyen-Âge et qui, depuis lors, a évolué en ayant toujours organisé une double tutelle entre d'un côté la France et de l'autre côté l'Espagne, pour mieux assurer, paradoxe et a priori, mais qui n'en est pas un, pour mieux assurer son indépendance, pour ne pas dire sa souveraineté. Étant sous la double tutelle, ou sous le double contrôle, ou sous la double protection tant de l'Espagne que de la France, l'Andorre était sûre de ne pas être annexée, mangée, intégrée par un des deux pays. Dans le cadre de cet équilibre extrêmement original qui date du Moyen-Âge, la Constitution de 93 est née, suite, on pourra éventuellement voir ça si ça vous intéresse dans le cadre des discussions, suite, et c'est assez fabuleux, à un arrêt de condamnation de la Cour européenne rendu contre l'Espagne et la France, l'affaire Droz-Januzek. Dans la foulée de cet arrêt, qui a déterminé la violation de la Convention par les deux pays, il a été décidé que cela ne pouvait plus durer, qu'il fallait que l'Andorre rentre dans la modernité constitutionnelle. Une constitution a été élaborée en partenariat avec la France et l'Espagne et les autorités andorranes. Ça a mis du temps, ça a été houleux, mais en réalité, ça est allé quand même assez vite. Et voilà que la Constitution de 93 est née. Quand vous la regardez avec attention, vous vous rendez compte qu'il y a 3 dispositions intéressantes qui ont à voir avec ce que Boris Mirkin-Gedzevic appelait le droit constitutionnel international. Vous avez l'article 3.3 de la Constitution qui reconnaît les principes de droit international universellement reconnus. Bon, élément classique pour s'insérer dans le concert des nations. L'article 3.4 qui confère ensuite aux traités et accords internationaux une valeur supralégislative. On revient à une disposition concernant le rang du droit international. Et puis vous avez l'article 5. L'article 5 qui fait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc je vous rappelle qu'il y a un statut a priori de soft law, un texte en vigueur sur le territoire andorran. Je reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé sur les conséquences de cette disposition. Mais tournons-nous vers l'Amérique latine et l'Afrique pour analyser aussi cette ouverture des constitutions africaines et latino-américaines aux sources extérieures. Bon, sans entrer dans les détails, il faut savoir que les deux continents, et c'est vraiment très intéressant, au milieu des années 90, ont vécu le même grand mouvement de démocratisation. En Afrique, c'était la fin du parti unique. Et en Amérique latine, c'était la fin des dictatures, du cône sud notamment, de beaucoup de dictatures, la fin de certains conflits armés internes dévastateurs. Et voilà que ce que l'on a appelé, en tout cas dans la doctrine latino-américaine, le néoconstitutionnalisme prend le dessus
pour créer des constitutions dites modernes, où la protection des droits fondamentaux est majeure, avec la création de cours constitutionnelles protectrices de ces droits fondamentaux. On a exactement le même mouvement parallèle à partir des années 90 en Afrique et en Amérique latine. Et pour l'Amérique latine, ce mouvement d'ouverture, de démocratisation a continué dans les années 2000 avec l'adoption de constitutions très originales en Équateur, en Bolivie, où à la fois elle s'insérait dans ce constitutionnalisme moderne tout en rompant avec lui pour introduire des droits à la Pachamama, par exemple, à l'environnement. L'environnement est titulaire de droits en Bolivie ou en Équateur, mais aussi pour organiser de façon institutionnelle les rapports entre l'exécutif et les autres pouvoirs constitués. Et là, évidemment, il y a plus de critiques à faire. Mais bon, ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans ces mouvements-là, il y a des constitutions, premièrement, en Afrique comme en Amérique latine, qui attribuent un rang hors norme au droit international des droits de l'homme. Quand je dis hors norme, c'est parce qu'il est tantôt affublé d'un rang constitutionnel, c'est l'article 75, paragraphe 22 de la Constitution argentine, par exemple, qui identifie et qui distingue deux types de traités, les traités classiques et puis les traités et déclarations protégeant les droits de l'homme. Et l'article 75-22 de la Constitution argentine énumère 9 traités et déclarations également, de droit international, considérant qu'elles sont à part parce qu'elles protègent les droits de l'homme, donc elles ont un rang constitutionnel. Vous avez la même chose dans d'autres pays, donc le rang qui est attribué au droit international des droits de l'homme est fondamental. Vous avez aussi la même chose dans beaucoup de constitutions africaines. Dans les préambules des constitutions africaines qui font partie, en général, très souvent, du texte et qui ont la même valeur normative que le texte, parce que le préambule le dit, vous avez des références à la Déclaration universelle. Pour certaines, je crois que c'est le Sénégal, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des Nations Unies, à la Charte de Banjul, la Charte africaine des droits de l'homme, pour certaines constitutions adoptées après 1981. Donc là aussi, une équivalence entre le droit international des droits de l'homme mentionné dans les préambules, équivalence avec la Constitution, et donc même rang que la Constitution, dans beaucoup de dispositions des constitutions africaines. Et quand les préambules ne disaient rien sur leur valeur normative, ce sont les juges constitutionnels qui sont venus considérer que les préambules avaient une valeur normative et donc que la référence au droit international, notamment des droits de l'homme, valait et était importante et érigée au rang de droit constitutionnel. Donc, s'agissant du rang, on a quelque chose de très très original qui n'existe pas comme tel dans le constitutionnalisme classique européen. Et puis surtout, et c'est là où je voulais en venir, la fonction attribuée à ce droit international des droits de l'homme. La fonction, elle est majeure, elle est interprétative. Il est érigé en paramètre interprétatif des droits constitutionnels. Exemple récent, suite à une réforme constitutionnelle, l'article 1 de la Constitution mexicaine de 2011, par exemple, où on a la même chose au Pérou, on a la même chose en Colombie. Et d'une manière générale, c'est le principe pro persona qui doit l'emporter toujours à l'heure d'interpréter les droits fondamentaux. C'est le cas en Haïti, en République dominicaine, en Bolivie. Mentionnons un article précis, l'article 417 de la Constitution d'Équateur, qui consacre une ouverture totale du système constitutionnel au droit international des droits de l'homme, puisque cette disposition égrène l'application des principes les plus avant-gardistes, principe pro persona, principe de non-interprétation restrictive des droits, applicabilité directe du droit international des droits de l'homme, c'est majeur. Et dans ce contexte, il y a des constitutions qui sont encore plus précises, comme la Constitution sud-africaine, l'article 39.1 de la Constitution sud-africaine, la Constitution du Malawi, la Constitution du Zimbabwe, est rédigée en termes équivalents. Il est imposé aux juges constitutionnels de se référer soit au droit international général, soit les textes disent au foreign law, c'est-à-dire là au droit comparé stricto sensu, c'est-à-dire le droit comparé des autres États, pour interpréter
les droits et libertés consacrés par ces constitutions sud-africaines, du Zimbabwe et du Malawi. Je vous renvoie également à l'article 26.2 et 26.3 de la Constitution angolaise de 2010, qui est tout à fait hors norme, puisque là aussi, non seulement c'est une clause d'ouverture au droit international pour mieux interpréter les droits constitutionnels, mais en cas de conflit irréductible, il faut appliquer le droit international, le droit de l'homme, au lieu et place de la convention locale, la convention angolaise. Donc voilà, très rapidement présenté, l'état des lieux, des contours de l'ouverture des systèmes constitutionnels régionaux et constitutionnels sur les 3 continents. Maintenant, quelques mots sur les effets de cette ouverture. Alors évidemment, vous le pressentez, on le pressent tous intuitivement, hein. Un des premiers effets, c'est d'arriver et de discerner une certaine cohérence dans l'interprétation des droits, voire dans leur application. Puisqu'en réalité, les systèmes régionaux et les systèmes constitutionnels sont identiquement ouverts à ces sources venues d'ailleurs. Donc la cohérence, on va le voir, elle est à la fois normative, mais elle est aussi argumentative, dans les modes d'analyse des juges. Cela, évidemment, n'implique pas une harmonie, voire une harmonisation absolue. Loin de là. Et les dissonances, les discordances, les hétérogénéités continuent d'exister. Parfois, dans le cadre de ce que certains ont appelé, et on ne va pas revenir sur la problématique de qu'est-ce que le dialogue des juges, est-ce que le mot vaut, dans ce que certains ont appelé un dialogue, les discordances ou les dissonances sont mises en place dans le cadre d'un dialogue ouvert entre les juges nationaux et aussi avec les juges internationaux. Mais parfois, les dissonances interviennent, et là, c'est beaucoup plus problématique dans le cadre d'une véritable confrontation qui prend l'allure de confrontation sur les principes, sur les valeurs, et on revient à quelque chose que l'on pensait dépasser, l'importance, la valorisation de la souveraineté, du système national, des valeurs arrimées au système national. Hein, ça, c'est des tendances récentes. Alors, pourquoi? Eh bien là, je tenterai de vous expliquer qu'il y a évidemment plusieurs raisons, des raisons techniques, hein, parce que un contrôle de constitutionnalité, ce n'est pas un contrôle de conventionnalité, et les paramètres de référence, en dépit de l'ouverture, ne sont pas systématiquement les mêmes, et en dépit des modes identiques de raisonnement des juges, ils peuvent arriver à des solutions différentes, car quand il s'agit de droits fondamentaux, tout n'est pas uniforme dans le monde. Mais également, et depuis maintenant quelque temps, je suis totalement arrimée à l'analyse sociologique du droit, peut-être que c'est le fait de mon expérience, en tout cas de l'intérêt surtout de mes lectures, c'est il n'est pas possible de ne pas prendre en compte certaines analyses sociologiques et de ne pas prendre en compte la composition des cours et les changements dans la composition des cours. Je vous en donnerai un exemple. Alors, une cohérence globale, on va dire, ce qui pourrait être qualifié de l'édification par strates successives d'un ius commune, hein, qui engendre donc une cohérence normative et une cohérence argumentative. Quelques mots sur la cohérence normative à l'échelle internationale. Alors, j'ai vraiment à chaque fois des exemples dans les 3 systèmes régionaux de protection. Je vais égrener les exemples sans les développer, sinon ce sera beaucoup trop long. Mais vous le savez, je pense que l'ouverture aux sources extérieures dans la jurisprudence de la Cour européenne, j'imagine, vous est quand même familier. Hein. Alors, rapidement, je vous rappelle que cette ouverture aux sources extérieures par la Cour européenne est maximale. Elle utilise tout le droit international, les droits régionaux, les droits constitutionnels internes des États européens ou des États tiers, le droit dur, le droit souple, hein, pour mieux interpréter les droits protégés par la Convention de sauvegarde. Cela l'aide à identifier à la fois ce que l'on appelle dans le jargon des internationalistes un consensus international,
ou un consensus européen. Le consensus international, c'est pour identifier ce qui se dit à l'échelle des traités internationaux et universels et des traités ou de la soft law pour décerner des tendances à l'échelle internationale. Et très souvent, l'identification de ce consensus international se couple de l'identification ou pas d'un consensus européen. Donc, si intellectuellement on peut et on doit distinguer consensus international et consensus européen, dans la pratique, très souvent, la Cour européenne mêle les deux. Elle voit tout d'abord ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui s'impose aux États à l'échelle universelle, et puis elle en vient dans un second temps, mais pas toujours, à l'analyse de l'éventuelle existence d'un consensus européen. Alors très vite, je vous donne des exemples. L'emblématique affaire d'Emir et Baccarat de 2008, adoptée par la Grande Chambre à l'unanimité, qui a totalement réécrit l'article 11 concernant la liberté d'association en utilisant une kyrielle de textes parfois contraignants, parfois non contraignants et non ratifiés, pour l'un d'entre eux, par l'État défendeur, la Turquie. L'arrêt très célèbre aussi, l'opus contre Turquie de 2009, où la notion de discrimination à l'endroit des femmes a été utilisée, a été valorisée en utilisant des référents très clairs du système interaméricain des droits de l'homme qui était pionnier en la matière sur la protection des femmes, et notamment la très célèbre Convention de Belém do Pará de 1994, qui a été la première convention internationale au monde à s'occuper de l'éradication de la violence faite aux femmes. Et c'est ce référent-là qui était absolument utilisé, plus la jurisprudence de la Commission interaméricaine, pour aller dans ce sens, consistant à considérer qu'une discrimination à l'endroit des femmes n'était pas possible. Oui. Vous avez également un arrêt qui, à moi, que j'aime beaucoup, l'arrêt Magyar contre Hongrie de 2017, où l'article 10 de la Convention de sauvegarde, qui ne mentionne pas la possibilité pour tout individu, toute ONG, toute association, toute autorité de rechercher des informations d'intérêt public. Donc l'obligation de rechercher des informations n'existe pas au sein de l'article 10. Et bien dans cet arrêt Magyar de 2017, arrêt de grande chambre, c'est un tour du monde que l'on a assisté et une valorisation de la Convention américaine des droits de l'homme et de son article 13, qui lui mentionne le droit de rechercher, pour arriver à considérer qu'il faisait désormais partie de l'article 10 de la Convention de sauvegarde. Vous avez aussi, j'ai beaucoup d'autres exemples, mais vous avez un exemple très intéressant rendu contre la Russie, l'arrêt Constantin Markin de 2012, où là c'est le droit au congé parental pour les hommes qui a été valorisé, et où là encore la Cour a utilisé toute la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. La Cour de Strasbourg a utilisé le droit dérivé de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, posant l'égalité entre les hommes et les femmes, pour arriver à démonter les stéréotypes consistant à dire les hommes travaillent, les femmes restent au foyer, et pour accorder le droit à un militaire, il s'agissait d'un militaire, au droit au congé parental. Et là, au sein de systèmes juridictionnels européens, mais également interaméricains et africains, il y a la capacité de présenter des tierces interventions. Pour le dire encore différemment, ça dépend des systèmes, des amici curiae. Et beaucoup d'avancées des trois systèmes se basent sur les informations délivrées par les amici curiae, qui en sont en général soit des professeurs d'université, c'est courant dans le système interaméricain, soit des très puissantes, ou pas d'ailleurs, ONG de défense des droits, locales ou continentales ou internationales, qui viennent à l'instance pour dire voilà, je vais vous faire l'état des lieux de ce qui existe dans le monde, pour que vous arriviez à faire évoluer votre jurisprudence. Et là, par exemple, dans l'affaire Constantin Markin, il y a dans le système européen, on le connaît bien, le Centre des droits de l'homme de l'Université de Ghent, extrêmement actif, dont la directrice est Eva Brems, qui est une universitaire extrêmement reconnue, qui très souvent utilise cette technique pour faire avancer les choses, mais je pourrais vous citer l'ONG CEGIL en Amérique latine, par exemple, entre autres, c'est absolument la même chose.
Alors, vous avez, ça c'est quelques exemples majeurs dans le système européen, vous avez la même chose dans le système interaméricain. L'arrêt paradigmatique Champ de coton contre Mexique 2009, qui aborde la tragique histoire de ces jeunes filles qui vont travailler très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir dans les usines, au bord de la frontière américaine, mais du côté mexicain, et qui ont été littéralement décimées, violées, torturées, assassinées, parce qu'elles avaient eu l'outrecuidance d'aller travailler, et qu'une femme reste à la maison, et qui a généré ce que, pour la première fois dans le jargon international, on a appelé, maintenant c'est courant, surtout en France en ce moment, mais on a appelé un féminicide, et là, à juste raison, c'est-à-dire des viols, des tortures et des assassinats systématiques de toutes ces jeunes filles qui, pour aider leur famille à vivre et survivre, en amenant un salaire supplémentaire, allaient travailler. Et donc elles ont été tuées à la fois par des machistes, par des trafiquants de drogue, par des narcos, parce qu'elles étaient femmes et qu'elles n'avaient pas à aller travailler dans ces usines fabriquant des t-shirts, des jeans, pour en général le monde de l'Ouest. Alors l'arrêt Champ de coton 2009 est hors du commun, il faut le lire pour se rendre compte aussi de ce qui se passe un peu dans le monde. Hein. Et dans cette affaire, c'est très intéressant de voir que, évidemment, la Convention de Belém do Pará du système interaméricain a été utilisée, puisque c'est quand même le texte emblématique du système interaméricain qui protège les femmes, mais comme pour mieux asseoir la légitimité de sa décision, qu'est-ce qu'a fait la Cour? Elle a cité l'affaire Opus contre Turquie, qui avait été rendue quelques mois auparavant, qui lui-même citait le système interaméricain pour mentionner que la violence faite aux femmes parce qu'elles sont femmes est une discrimination à l'égard des femmes. L'affaire très célèbre en Amérique latine, Atala Rifo contre Chili 2012, c'est une affaire emblématique parce qu'elle concerne une juge, femme, mariée, avec 3 filles, qui décide de se séparer, de refaire sa vie avec une femme. Elle est en bataille contentieuse avec son époux, qui veut lui retirer la garde de ses enfants et qui invoque devant les juridictions chiliennes l'ignominie d'être une homosexuelle. Et le seul fait d'être une homosexuelle pour son ex-époux ne pouvait pas lui permettre d'espérer d'obtenir la garde de ses enfants. Ça a été une affaire qui a été extrêmement médiatisée en Amérique latine, parce qu'on avait affaire à une strategic litigation, hein, vraiment une affaire prise à dessein par le système interaméricain, la Commission et ensuite la Cour, pour aborder cette question moderne de la discrimination à l'égard de l'homosexualité, du seul fait d'être homosexuel. Et la Cour interaméricaine a a déclaré la responsabilité internationale du Chili, parce que la Cour suprême avait eu des propos, a eu des écrits absolument aberrants à l'échelle actuelle, reprenant tous les stéréotypes les plus crasses concernant l'homosexualité. Et pour ce faire, la Cour interaméricaine a évidemment opéré le recours aux sources extérieures multiples, mais parmi ces sources extérieures multiples présentant le principe de non-discrimination comme clé, elle a utilisé l'arrêt Salgueiro da Mota contre Portugal de 2009 de la Cour européenne, qui, exactement pour le même genre de fait, mais c'était là un homme qui s'était remarié avec un homme et avec qui on avait voulu lui enlever la garde de l'enfant, a donc été utilisé par la Cour interaméricaine pour arriver à considérer que non, le principe ou plutôt que oui, la non-discrimination est un principe cardinal, et que la discrimination au regard de la seule orientation sexuelle n'est pas possible. Mais je prendrai aussi la notion d'esclavage moderne. Il y a un arrêt sublime et terrifiant à la fois, rendu contre le Brésil en 2007, Hacienda Brasil Verde contre Brésil, où vous réalisez ce que c'est aujourd'hui que l'esclavage moderne dans un pays comme le Brésil. Mais aucun pays n'échappe aux manifestations contemporaines de l'esclavage moderne. Donc on fait au Brésil aujourd'hui, vous avez affaire dans les régions les plus pauvres du nord-est,
beaucoup, en général, d'afro-descendants qui ne sont pas éduqués, qui ont faim et qui cherchent désespérément du travail dans les grandes haciendas, qui sont au cœur de l'Amazonie, enfin ce qu'il en reste, hein, et qui acceptent d'être recrutés à l'arrache par des recruteurs qui leur promettent monts et merveilles et qui, dès qu'ils montent sur le camion pour aller rejoindre l'hacienda, on leur enlève leur passeport et une fois qu'ils arrivent à l'hacienda, on dit « Bon, alors vous êtes déjà redevable, vous êtes redevable du transport parce que là on vous a accompagné à l'hacienda. Donc vous avez une dette. Il va falloir nous la régler. » Et d'ailleurs, l'hébergement et la nourriture dans l'hacienda où vous ne pouvez pas sortir parce qu'autour c'est l'Amazonie, l'hébergement et la nourriture, vous devez aussi nous le régler. Donc ils commencent par avoir des dettes. Et c'est le cycle sans fin. Bon, dans cette affaire absolument terrible, la notion de travail forcé, la notion d'esclavage et la notion de servitude sont des notions qui existent dans la Convention américaine, qui ne sont pas définies, exactement comme il s'agit de notions qui existent dans la Convention de sauvegarde et qui ne sont pas définies. Et donc, pour les définir et leur octroyer un sens, un contenu précis, que fait la Cour interaméricaine? Alors elle fait un cours de droit comparé exceptionnel. Il suffit de lire le passage, et là vous êtes à jour sur l'état du droit à l'échelle internationale, ce que disent les textes et ce que disent toutes les jurisprudences, celle de la Cour européenne, celle du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, celle de la Cour de la CEDEAO, la Cour de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la doctrine de la Commission africaine, la doctrine de certaines juridictions internationales constitutionnalisées, comme on les a appelées, bref, pour arriver à donner le même sens que ce que les autres juridictions internationales avaient déjà délivré. Et donc là, on voit bien qu'il y a une cohérence quand même normative qui se dégage. Alors quelques mots, parce que je ne voudrais pas évidemment oublier l'Afrique. On a en Afrique, au regard de ces deux extraordinaires clauses que sont les articles 60 et 61 de la Charte africaine, exactement le même tour comparatif mis en place par la Cour africaine qui se situe à Arusha en Tanzanie, quand elle est amenée à analyser certains droits de la Charte africaine qui parfois sont très détaillés, parfois sont très vagues, et devant le caractère vague de certaines dispositions, de certaines notions, utilisant les articles 60 et 61 de la Charte africaine, là, elle est vraiment encouragée pour le faire. Elle ne joue pas le gouvernement des juges. Elle peut le faire grâce à et elle doit même le faire grâce à ces dispositions. Elle joue l'ouverture. Alors, il y a un arrêt que j'aime beaucoup, parce qu'il est très très important pour la démocratie en Afrique. C'est l'arrêt du 18 novembre 2016, Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, contre Côte d'Ivoire. Il faut savoir que les ONG ont un locus standi devant la Cour africaine des droits de l'homme à partir du moment où l'État défendeur a accepté la juridiction de la Cour, bien sûr, mais a accepté, sur la base de l'article 34.6 de la Charte africaine, que des ONG ou des individus puissent directement saisir la Cour. La Côte d'Ivoire a accepté cette clause en disant, voilà, j'accepte que des ONG comme des individus puissent directement, après épuisement des voies de recours internes, me saisir. Quand ils ne l'ont pas accepté, ce n'est que la Commission africaine qui est le vecteur pour accéder devant la Cour africaine. Et donc, dans cette affaire, de quoi s'agissait-il? Vous connaissez peut-être les événements qui se sont déroulés depuis plusieurs années en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été secouée par des troubles très très importants, conflits armés internes terribles, crise dite post-électorale, emprisonnement de Laurent Gbagbo à La Haye, acquittement, bref. Dans ce contexte extrêmement douloureux où les Ivoiriens doivent se réconcilier, Alassane Ouattara, d'ailleurs, a pris une décision exceptionnelle récemment, celle de ne pas se représenter un troisième mandat. Donc là, alors là, pour le coup, c'est formidable et c'est tout à son honneur. Alassane Ouattara avait mis en place une commission électorale pour évaluer la pertinence des élections législatives comme présidentielles. Sauf que
l'ONG en question, l'Action pour la protection des droits de l'homme, a identifié que dans le cadre de cette commission électorale, il y avait une surreprésentation des membres du gouvernement. Alors là, on se dit, évidemment, l'indépendance n'est pas en jeu. Ça a été très clairement mis en cause. Cette loi directement a été contestée par l'ONG devant la Cour africaine et une mise en cause in abstracto d'une loi est possible dans le système africain. On a affaire d'ailleurs, j'en profite pour le dire, à une objectivation du contentieux, c'est assez intéressant. Dans l'affaire, la Cour a été formidable, elle a bien expliqué par A plus B que la commission n'était pas du tout indépendante, que ça contrevenait à l'article 10 de la charte africaine, à plusieurs dispositions de la charte de Banjul concernant les droits politiques et l'égalité devant la loi. Et puis, elle a utilisé également pour ce faire d'autres textes africains, notamment la charte africaine sur la démocratie, article 10.3, l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques, pour arriver, in fine, à dire que la Côte d'Ivoire avait malmené l'ensemble de ces dispositions. Donc, non seulement elles ont été interprétées, ces dispositions, ces textes ont été utilisés pour interpréter la charte, mais pour certains d'entre eux, ratifiés par l'État défendeur de la Côte d'Ivoire, ont été directement appliqués au cas de l'espèce. Alors, une autre affaire qui, alors, là aussi, me plaît énormément, c'est une affaire... alors, il y en a deux autres, en réalité, mais j'ai encore le temps ou... Oui, on a commencé, je ne sais pas quelle heure on a commencé. Mais bon, ça va, oui, c'est pas... deux affaires fortes, très fortes. L'affaire rendue contre le Rwanda en 2017, Ingabire Victoire Umuhoza contre la République du Rwanda, et une affaire rendue plus récemment encore, en 2018, contre le Mali. Pour faire court, vraiment, pourquoi l'affaire contre le Rwanda, l'affaire de Victoire Umuhoza est très importante? Parce qu'on est dans un contexte de reconstruction démocratique. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, le génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que le président Kagame, une de ses marques forte du gouvernement a été d'adopter une loi de minimisation du génocide, ou plutôt contre la minimisation du génocide, et qui lutte de toutes les façons possibles pour faire taire tout discours dissident. Autrement dit, évidemment, un discours qui aurait pour objet de nier le génocide n'est pas admissible, mais un discours plus complexe qui aurait pour objet de minimiser n'est pas non plus admissible. Et là, qu'est-ce qu'on y met? En gros, Victoire Umuhoza était une opposante politique qui s'est exilée pendant près de 17 ans à Bruxelles, qui a fait sa vie, qui a eu de très grands diplômes, qui est revenue, mère de 3 enfants, puis qui continue ses activités politiques dans le Rwanda post-génocide, sous le gouvernement Kagame, et elle présente plusieurs discours, non pas pour nier, non pas pour minimiser, mais pour dire que tout ça était très complexe, que les raisons, les coupables sont encore à trouver. Elle a immédiatement été incarcérée, elle a été condamnée à 17 ans de prison. Dans le cadre de l'affaire qui a été jugée au fond par la Cour africaine a été exceptionnelle en utilisant évidemment tous les paramètres existants à l'échelle internationale pour mieux interpréter l'article de la Charte africaine concernant la liberté d'expression. Et en utilisant notamment beaucoup la jurisprudence de la Cour européenne, a considéré, a établi une analyse très fine des limites à la liberté d'expression. Pour considérer, là, en l'occurrence, que en utilisant très précisément, en mettant en place une analyse factuelle très très fine, pour considérer qu'il y avait eu une disproportion majeure, évidemment, dans la sanction imposée, la sanction pénale imposée à l'opposante. Hein. Donc là, les référents internationaux ont été absolument
essentiel dans son analyse. Je dis en passant, pour montrer que tout le monde ne s'appelle pas Alassane Ouattara, que Paul Kagame, le gouvernement de Paul Kagame, quand l'affaire était en phase d'être analysée par la Cour africaine, a dénoncé l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour africaine par son gouvernement. Autrement dit, aujourd'hui, plus aucune ONG ni individu ne peuvent saisir la Cour africaine contre le Rwanda. Ça montre aussi l'état délicat et complexe de la démocratie au Rwanda. Dernier arrêt rendu par la Cour africaine, un arrêt contre le Mali, exceptionnel, 11 mai 2018, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes et Institute for Human Rights and Development in Africa, une ONG malienne, une ONG continentale africaine contre le Mali. Là aussi, rapidement présenté. De quoi s'agit-il? On a un gouvernement malien qui veut être raccord avec les standards internationaux concernant l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce gouvernement malien sait très bien que dans son code de la famille, dans ce code civil, dans son code pénal, il y a des dispositions qui manifestement ne cadrent pas, notamment la capacité de contracter mariage et les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. 15 ans pour les femmes, les jeunes filles, 18 ans pour les hommes, et puis la capacité pour les associations musulmanes de mettre en place des mariages et de valider la différence entre les hommes et les femmes. Et tout ceci, on le sait, au Mali, mais pas que, occasionne beaucoup de mariages forcés de très jeunes filles. Voilà un gouvernement malien qui veut éradiquer ces mauvaises pratiques, comme il le dit en utilisant la terminologie de la Charte africaine, éradication des mauvaises pratiques, notamment traditionnelles. Donc c'est plutôt courageux, sauf qu'au moment où la loi qui est en train d'être négociée et discutée au Parlement malien est en cours de discussion, toutes les associations musulmanes, pour ne pas dire islamiques, maliennes, montent au créneau en disant hors de question. Recul du gouvernement. Il dit la paix civile est en cause au Mali, je recule. Ces deux associations, d'où l'importance du monde et de la société civile pour agir, montent au créneau. Le Mali a accepté l'article 34.6 du protocole de Ouagadougou, donc des ONG peuvent saisir directement la Cour, et invoque évidemment la Charte africaine, le principe de non-discrimination, mais pas que, parce que dans la Charte africaine, et ça a été beaucoup contesté par la doctrine anglophone et francophone africaine, les références à la femme, aux femmes, comme aux enfants d'ailleurs, et comme aux anciens, sont très limitées, donc elles ne sont pas suffisantes. En revanche, il y a eu un protocole, le protocole de Maputo, qui a complété la Charte africaine et qui est un protocole incroyable, qui est le premier texte international au monde, entre autres, à permettre l'avortement, dans certaines conditions. Alors, inutile de dire que l'Église catholique monte au créneau en Afrique pour combattre ce protocole de Maputo, ne serait-ce que pour cette question. Mais bon, le protocole de Maputo a été ratifié par l'État malien. Il dispose de clauses extrêmement précises sur les femmes. Et donc, c'est ce protocole de Maputo qui est utilisé par les ONG, plus la charte et le bien-être des droits de l'enfant, la charte africaine sur le bien-être des droits de l'enfant, autre texte signé et ratifié par le Mali, plus la Convention universelle de l'éradication de toute discrimination faite aux femmes, la convention, la fameuse CEDEF, la CIDO en anglais, la Convention universelle de 1979, adoptée dans le cadre des Nations Unies. Et voilà que ces textes ratifiés par l'État malien sont utilisés pour interpréter les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, l'éradication des mauvaises pratiques, et pour évidemment imposer à l'État malien de remettre très vite le métier sur l'ouvrage pour faire en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes soit actée au Mali. Bon, voilà pour, on peut le voir quand on regarde les recours aux sources extérieures dans les systèmes régionaux de protection des droits, on voit à quel point il y a une cohérence interprétative et donc du coup substantielle. Quelques mots maintenant à l'échelle constitutionnelle et pour
être moins pick and choose, je vais vous parler un petit peu d'Andorre pour vous montrer comment cela se passe ou s'est passé en Andorre jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez compris, l'article 5 de la Constitution de 93 fait référence à la Déclaration universelle et extrêmement vite, alors extrêmement vite non, en réalité de façon progressive, et là quand on regarde les différentes compositions du tribunal, donc ça a été assez progressif, c'est un monté en puissance depuis quelques années, peut-être nouvelle composition du tribunal oblige, je ne sais pas. La Convention de sauvegarde est devenue un paramètre herméneutique de référence, a eu une fonction herméneutique d'interprétation de la Convention, et au-delà de la Convention, de la jurisprudence de Strasbourg, c'est-à-dire de la jurisprudence de la Cour européenne, est devenu le paramètre de référence du tribunal constitutionnel d'Andorre. Le tribunal constitutionnel d'Andorre dispose de compétences très hétérogènes qui sont mentionnées à l'article 98 de la Constitution. On peut examiner des recours en inconstitutionnalité contre les lois, contre les décrets. On peut examiner des demandes préalables de contrôle de constitutionnalité des lois et des traités internationaux. Bon, je vous laisse lire l'article 98 si cela vous chante, mais en réalité, 98% de l'activité du tribunal constitutionnel d'Andorre consiste à examiner ce que l'on appelle en catalan des recurs d'empara, ce qu'on appelle en espagnol des recursos de amparo, autrement dit des recours directs de protection des droits fondamentaux. Autrement dit, après épuisement des voies de recours devant les juridictions ordinaires, si un individu n'est pas du tout satisfait d'un arrêt rendu par une juridiction suprême, qu'elle soit pénale, civile, administrative, il n'est pas du tout satisfait, alors il peut venir devant le tribunal constitutionnel d'Andorre et invoquer la violation d'un de ses droits fondamentaux tels que protégés par le chapitre 3 de la Constitution andorrane, où ce sont essentiellement les droits civils et politiques qui sont justiciables, tandis que les droits économiques et sociaux classiques ne sont pas justiciables dans le cadre du recours de protection des droits fondamentaux, du recurso de amparo. Et donc, ce qui est très intéressant de noter, c'est que de la cohérence normative, où en utilisant, au-delà de la Convention, la jurisprudence de Strasbourg, quand dans notre propre jurisprudence, il n'y avait rien de convaincant, on ne pouvait pas faire référence à nos propres précédents, alors le réflexe immédiat était de dire, bon, ben, sur cette question, quel est le standard conventionnel européen ? Quel est le standard conventionnel européen pour qu'on soit raccord ? Alors il y avait dans notre démarche tout à la fois une manière de donner vie à l'article 5, qui ne concerne que la Déclaration universelle, vous l'avez compris, mais qu'en réalité nous avons utilisé comme vecteur pour utiliser n'importe quelle source de droit extérieur, mais aussi parce que c'est constamment présent à la tête des juges, dans l'esprit des juges constitutionnels, parce que les avocats nous le rappellent constamment, attention, car si nous ne sommes pas d'accord et pas du tout satisfaits de votre disposition, de votre arrêt, nous allons présenter une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc évidemment, nécessité aussi d'éviter de futurs arrêts de violation contre Andorre. C'est un élément majeur dans la sociologie de notre raisonnement. Surtout éviter, donc faire autant que possible sans être inféodé au standard, parce que, je vous l'expliquerai ensuite, l'Andorre est un petit pays très spécifique, et qu'un standard dégagé pour 47 États partis à la Convention ne vaut pas forcément toujours pour un tout petit État. Mais il n'empêche, le référent européen était constamment dans nos esprits. Donc, par exemple, la consécration constitutionnelle du principe de l'immédiateté en droit pénal est un exemple très récent. Dans un arrêt de février 2019, on a expressément cité l'arrêt Hernández-Royo contre Espagne de la Cour européenne des droits de l'homme, où le principe de l'immédiateté en droit pénal est une compétence, est une composante du procès équitable, qui enrichit donc la substance de notre article 10 de la Constitution andorrane, qui concerne l'article 10 de la Constitution andorrane, qui concerne l'équivalent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde, c'est-à-dire le droit à un procès équitable, pour aller vite. La jurisprudence européenne, elle a été aussi également convoquée par le tribunal constitutionnel d'Andorre dans le cadre de la reconnaissance par ce dernier de la protection nécessaire accordée
aux correspondances entre un avocat et son client sur le double fondement de la garantie des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée. Et là encore, c'est le standard européen posé par la Cour européenne qui se trouve totalement au cœur de l'argumentation de la Cour, notamment le très célèbre arrêt Copeland contre Royaume-Uni. Alors il faut savoir que, et là ça dépendait du juge rapporteur, en fonction de l'empathie plus ou moins développée du juge rapporteur à l'égard de la jurisprudence européenne, il était fait mention expressément dans l'arrêt du tribunal, l'arrêt clé de la Cour européenne qui nous a inspirés, ou alors on ne faisait pas référence à un arrêt précis et on mentionnait uniquement le standard européen. Mais là, ça dépendait de la rédaction propre à chaque rapporteur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a énormément de domaines où on a utilisé le standard, notamment européen, notamment pour déterminer ce que c'est qu'un délai raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable? Alors, quels sont les critères pour évaluer un délai raisonnable, notamment devant les juridictions ordinaires? Alors, ce n'est pas le tout de renvoyer à la jurisprudence de la Cour européenne. La jurisprudence de la Cour européenne a établi des critères très, très connus, 3 critères. Il faut pour cela examiner la complexité de l'affaire, voir l'enjeu du litige pour le requérant, et puis surtout examiner l'attitude du propre requérant. Est-ce qu'il a une attitude dilatoire dans le cadre du procès qui a rallongé l'affaire? Donc non seulement on s'inspire de la jurisprudence, mais des critères substantiels dégagés par la Cour européenne. Donc là, on débouche vraiment sur une cohérence argumentative également. Hein. Et dès qu'il s'agit d'examiner 2 droits qui sont en jeu, droit à la vie privée, droit à l'honneur, droit à la vie privée, liberté d'expression, et bien évidemment surgit le sacro-saint principe de proportionnalité. Et évidemment, la manière dont la Cour européenne raisonne et la manière dont elle utilise le principe de proportionnalité, eh bien, est un référent, est un guide pour nous, pour mettre en place aussi et lancer le principe de proportionnalité. Alors, ce mouvement global de cohérence n'empêche pas évidemment des dissonances. Elles sont inévitables. Il y a des raisons techniques et il y a des raisons sociologiques. Alors, à l'échelle des jurisprudences régionales, là, je ne vais pas me lancer encore dans une présentation fleuve, le temps passe, mais sachez par exemple qu'en matière de droits économiques et sociaux, les différences sont majeures entre le standard européen extrêmement pusillanime, classique, occidental. Les droits économiques et sociaux ne sont pas justiciables. On laisse une marge d'appréciation énorme aux États. On n'est pas du tout dans ce schéma d'analyse en Amérique latine. La consécration emblématique de la justiciabilité des droits économiques et sociaux présentés dans la Convention américaine est au cœur des analyses doctrinales et jurisprudentielles très récentes en Amérique latine, parce qu'à travers un arrêt fou mais génial en même temps, Lagos El Campo contre Pérou 2017, la Cour interaméricaine a complètement réécrit, de façon très brillante, dangereuse mais brillante, la Convention américaine, pour considérer que les droits économiques et sociaux qui étaient juste mentionnés étaient tous justiciables. Donc, sur cette question-là, la cohérence, elle n'existe pas. Exactement de la même manière, on peut trouver une dissonance entre la jurisprudence de la Cour interaméricaine et la Cour africaine sur les candidatures indépendantes aux élections présidentielles. Dans une des premières affaires contre la Tanzanie présentée par un révérend tanzanien qui voulait se présenter aux élections présidentielles tout seul, candidat indépendant, la Cour africaine a utilisé la jurisprudence de la Cour interaméricaine pour dire, ben voilà, vous voyez ce qu'elle a dit, la Cour interaméricaine, dans cette affaire contre le Mexique? Eh bien, je sais que ça existe, mais je ne vais pas raisonner de la même manière. Parce que nous n'avons pas tout à fait le même texte concernant les droits politiques et les droits électoraux. Et la situation mexicaine qui explique
que les candidatures indépendantes ne valent pas et l'interdiction de ces candidatures indépendantes soit conforme à la Convention américaine, eh bien, ce contexte-là n'est pas le même en Tanzanie, n'est pas le même en Afrique. Et donc, nous, on valide et on déclare conforme à la charte africaine les candidatures indépendantes aux élections présidentielles. Donc vous voyez, les dissonances peuvent exister. Alors à l'échelle des jurisprudences constitutionnelles, il y a évidemment des raisons techniques. Le procès constitutionnel diffère par essence du contentieux européen des droits de l'homme, par exemple, qui, malgré une tendance très forte à l'objectivation de ce contentieux, eh bien, est issu de requêtes individuelles qui proviennent de 47 États divers, de traditions juridiques diverses, common law, droit continental, petit, grand, développé, pas développé, démocratique, non démocratique. Parce que l'Europe des 47, c'est ça aujourd'hui. C'est États démocratiques qui côtoient des États non démocratiques. Hein? Turquie, Azerbaïdjan, Russie, Hongrie, Pologne. Donc, évidemment, l'autorité de la chose interprétée n'est dès lors jamais acquise, parce qu'elle nécessite de reconnaître une décision internationale, faisant suite à une procédure interne fondée sur la violation d'un droit spécifique de la Convention dans un cas donné. Et cette autorité de chose interprétée ne peut pas automatiquement, ce n'est pas évident, être automatiquement pris en compte au sérieux par l'ensemble de tous les juges nationaux et suprêmes et constitutionnels. Nous avons eu affaire récemment au collapse de notre système judiciaire. Je dis notre, je suis complètement intégrée dans le système constitutionnel. Enfin bref, du système constitutionnel andorran. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, un drame économico-financier a saisi l'Andorre. La plus grande banque privée d'Andorre, la BPA, a été mise sous tutelle par les États-Unis. Les autorités andorranes ont suivi, ont exécuté. Pourquoi ? Parce que cette banque blanchissait de l'argent. Blanchissait de l'argent venant du cartel de la drogue d'Andorre, du Venezuela, du Mexique, de la Colombie. Et que beaucoup d'intérêts financiers étaient en jeu. À partir de ce drame, qui a été vécu comme un drame politico-financier par l'Andorre, qui a tout fait depuis plusieurs années pour redorer son blason et pour dire « nous ne sommes plus un paradis fiscal ». Et nous avons arrêté avec les techniques un peu particulières de blanchiment de l'argent. Voilà que éclate cette affaire. Qu'est-ce qui se passe ? Le président, le directeur de la banque, immédiatement, du jour au lendemain, mis en prison. 7 ou 10 autres directeurs financiers, économiques, eux, sont mis sous contrôle judiciaire sans aller en prison. Et là, toutes les autorités de l'avocature sont mises en branle pour défendre les petits porteurs, les membres de la banque qui n'avaient rien à voir avec ça, ceux qui avaient, des citoyens lambda qui avaient déposé leur argent dans la banque, mais tout était gelé. Donc il y a eu une division dans le panorama politique et judiciaire andorran où des avocats défendaient, entre guillemets, les citoyens lambda qui ont vu confisquer du jour au lendemain leur argent, et d'autres avocats défendaient les gros poissons qui avaient participé au blanchiment. Et à partir de là, toutes les procédures dilatoires ont été mises en œuvre par les avocats. Et le système judiciaire bloqué, s'est retrouvé bloqué. On a affaire à un petit pays, pas mal d'avocats, peut-être beaucoup trop par rapport au nombre de la population, mais surtout peu de juges. Peu de juges en plus habitués à traiter une affaire aux implications économiques et financières transnationales. Et dans ce contexte, quelle a été une des techniques perverses, extrêmement perverses, pour bloquer tout le système de certains avocats? Il y en a eu beaucoup, mais une qui concerne vraiment la question de est-ce qu'on va pouvoir maintenir le standard européen, la question de ça, concernant le fait qu'un juge ne peut pas juger 2 fois une affaire. Or, à un moment donné,
vous avez un tout petit pays, vous avez très peu de juges, et vous avez au sein de la Cour suprême, la chambre pénale, la chambre civile, la chambre administrative, ils sont que quelques-uns, et à un moment donné, ils ont eu beau se déporter tant qu'ils pouvaient, ils étaient quand même amenés régulièrement à revoir des approches, mais sous des approches différentes, l'affaire. Et évidemment, les avocats, utilisant le standard de Strasbourg, disaient, là, lui, il aurait dû se déporter, il ne s'est pas déporté. Et qu'est-ce qu'il venait? Il venait devant nous en disant, voilà, telle décision adoptée par la Chambre pénale du tribunal suprême d'Anvers n'est pas conforme aux standards européens. Alors nous avons dû trouver un équilibre extrêmement complexe en étant toujours arrimés aux standards européens, tout en rappelant les singularités, les particularités d'un petit État. Et d'ailleurs, on s'est mis en marche pour faire une analyse de droit comparé sur la jurisprudence européenne, sur qu'est-ce qu'elle dit sur les petits États. Et notamment, qu'est-ce qu'elle dit sur la question du procès équitable, de l'indépendance, de l'impartialité dans les petits États. Donc ça, par exemple, voilà comment, alors les dissonances non, mais l'adaptabilité d'un standard européen peut être jugé absolument nécessaire pour assurer tout simplement la survie d'un système judiciaire et donc d'un système constitutionnel. Alors, je finirai juste en disant que aujourd'hui, s'il y a toujours eu une concorde, une discorde, des concordes et discordes sur l'état de l'adhésion de l'autorité de choses interprétées par des juges nationaux, et ça fait partie de ce fameux dialogue entre juges, aujourd'hui, c'est plus préoccupant, et je finirai par là, pour l'Europe, il y a des cours constitutionnels issus d'États démocratiques, l'Italie, issus d'États non démocratiques, la Russie, mais toutes utilisant des arguments très intéressants, consistant à remettre en cause non plus l'autorité de choses interprétées, pour l'adapter, comme on essaye en ce moment, enfin plus moi, mais mes collègues en Andorre sur la question du procès équitable, mais pour dénier toute valeur à l'autorité de choses décidées des arrêts de la Cour. Autrement dit, plusieurs arrêts rendus contre l'Italie ou contre la Russie ont été délibérément désavoués, mis à l'écart. En Russie, par l'organisation d'une loi adoptée par le Parlement qui permet à la Cour constitutionnelle russe de refuser aux arrêts de la Cour européenne qui ne plairaient pas à la Cour constitutionnelle russe de les appliquer. Et de façon plus subtile, via la jurisprudence, la Cour constitutionnelle italienne qui explique à ces juges ordinaires, voilà, si un arrêt de la Cour européenne concernant l'Italie a été affublé d'opinions dissidentes qui malmènent la solution rendue au fond, ou qui n'est pas un arrêt rendu par la Grande Chambre, c'est-à-dire qui n'est pas un arrêt qui pose vraiment une jurisprudence solide, vous n'êtes pas obligé de suivre la jurisprudence de la Cour européenne rendue contre l'Italie. Donc c'est carrément l'autorité de choses décidées qui est contestée, et c'est carrément l'article 46, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde qui est mise en cause. Donc là, évidemment, c'est plus délicat, et à quoi peut-on et pourquoi peut-on expliquer ce retour de flamme vers une espèce de valorisation du standard national coûte que coûte, à des tas de facteurs. À des tas de facteurs. En Russie, c'est clair, c'est politique, c'est un enjeu de valeur, où la question des stéréotypes contre les femmes ou la question de l'orientation sexuelle est au cœur du rejet fort par la Russie de certaines dispositions, certains standards de la Cour européenne. Ça confirme ce que Vladimir Poutine est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire une réforme de la Constitution pour y inclure les valeurs relatives à la religion et à l'importance de la famille au sens un homme, une femme. Donc on est complètement dans ce combat-là. Et puis, non, j'allais oublier ça, je vais quand même vous le dire, et puis il y a des causes sociologiques, et excusez-moi, je finirai par là. Il y a des causes sociologiques à l'évolution des systèmes et à l'évolution des jurisprudences. En Argentine, je vous ai mentionné l'article 75, paragraphe 2, la Constitution argentine, qui est une ouverture hors norme au droit international des droits de l'homme, puisque 9 traités et déclarations ont rang constitutionnel.
Cette ouverture au droit international des droits de l'homme de la Constitution argentine a transformé le juge suprême argentin, qui est le juge constitutionnel, parce que ce juge suprême a une fonction constitutionnelle, bref, en juge conventionnel américain de droit commun. C'est-à-dire qu'il a toujours été arrimé aux standards de la Cour interaméricaine. Toujours. À la Convention américaine et à la jurisprudence de la Cour interaméricaine. On pourra en parler pendant la discussion éventuellement, dans le cadre notamment de la prohibition des lois d'amnistie. Son attitude a été incroyable. En gros, c'était le bon élève. La Cour suprême de justice de la nation était le bon élève. Eduardo Macri arrive au pouvoir. La gauche passe, une gauche particulière, hein, celle de Cristina Kirchner, très particulière, mais bon. Ou quand même si c'est une gauche populiste, le discours sur les droits de l'homme était fondamental. Et la composition de la Cour suprême était arrimée à cette valorisation de l'approche sur le discours des droits de l'homme, et donc une valorisation d'ouverture de la Constitution. Eduardo Macri arrive, gouvernement conservateur. Le droit de l'homme, ce n'est pas du tout dans son agenda politique. Donc, immédiatement, il y a une diminution de l'attention sur ces questions, mais surtout, utilisation de son pouvoir de nomination, 2 nouvelles nominations de 2 ultra-conservateurs, très 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 bons juristes, mais ultra-conservateurs, qui, dans leurs écrits antérieurs, ont toujours fustigé la manière dont la Cour suprême, le tribunal suprême de la nation, utilisait le standard interaméricain pour mieux interpréter le droit constitutionnel argentin. Et une fois au pouvoir, au sein du tribunal, mais ils ont réussi, avec une capacité pour convaincre certains collègues qui étaient très vieux d'opérer un changement. Et depuis 2017, le tribunal suprême de justice de la nation a décidé que le standard interaméricain n'était plus aussi important, et surtout a expressément refusé de donner effet à un arrêt rendu dans une affaire très célèbre là-bas, l'arrêt Fontevecchio, contre l'Argentine. Donc ce n'est plus là encore, c'est exactement le même processus qu'avec la Russie, hein. C'est nouvelle composition, conservatisme au sein de la nouvelle composition, et refus express d'exécuter un arrêt de la Cour interaméricaine dont l'exécution dépendait de la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation et ne dépendait pas de l'adoption d'une nouvelle loi ou de l'adoption de politique publique. Là, c'était la jurisprudence de la Cour suprême qui était mise en cause, elle devait la changer, la Cour a refusé. En mettant en exergue la Constitution, la souveraineté et la singularité de l'Argentine. C'est très intéressant de constater que ce phénomène d'ouverture aux sources extérieures est indéniable. Il repose sur une nouvelle configuration des rapports de système et des bases juridiques au sein de chaque système international et constitutionnel, mais il n'est pas inéluctable. Et comme toute chose dans la vie, rien n'est jamais acquis. Donc le mouvement global conservateur, on va l'appeler comme ça, irrigue aussi, tranquillement mais sûrement, par petites touches, certaines jurisprudences. Alors, est-ce qu'il va finir par se répandre pour revenir à un statu quo ante très classique, ou est-ce les évolutions seront plus nuancées, plus complexes? L'affaire est à suivre et il faut regarder avec beaucoup d'attention chacun de ces 3 systèmes régionaux de protection des droits et les constitutions, les jurisprudences des 3 continents, quand on aime ces 3 continents, ce qui est mon cas. Voilà, je vous remercie. Merci.